peux pas savoir le bienfait que ça procure en fait de ce savoir utile en fait. Parce que j'ai un rêve de me dire qu'un jour on n'aura plus besoin de live, un jour live disparaîtra. Et moi les plus beaux sourires que j'ai vus, c'est en mission humanitaire. Bienvenue dans le Life Stories, le podcast à la croisée des destins. Aujourd'hui, on reçoit Tarek El Kaoudi. Bonjour Tarek. Bonjour Sarah. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Je te l'apprends pas, mais chez Life, il y a 4 fondamentaux. Sourire, transparence, solidarité et engagement, auxquels tu t'identifies le plus. Ah là là, c'est dur. C'est très dur. Là, franchement, c'est vache comme question. Parce que ces valeurs, on les porte, ces fondamentaux, on les porte, tu vois, et c'est un peu le filtre par lequel, justement, nos actions elles sont faites, par lequel... Je suis vraiment obligé de choisir ? Non, ça peut être les 4. Ça peut être les 4, mais vraiment, s'il y a quelque chose qui caractérise Life, je pense, et c'est le sourire. Et je crois que c'est ce qui nous a démarqué dès le départ, c'est que vraiment le sourire, c'est ce qu'on essaye de montrer. Moi, les plus beaux sourires que j'ai vus sur cette planète, c'est en mission humanitaire. Donc... c'est dur de choisir, mais je dirais sourire. C'est les plus beaux sourires que tu as vus ? Ouais, vraiment c'est incroyable. J'ai vu des sourires comme on n'en a jamais... Non, c'est dingue, parce qu'à chaque fois que je me retrouve sur le terrain, tu vois des sourires, mais en fait, c'est des sourires où les gens, ils n'ont pas grand-chose, mais en fait, ils ont tout. Et ça en dit long. Ça en dit long sur notre état de la société, l'état actuel des choses dans lequel on est aujourd'hui, où aujourd'hui, on nage dans les bienfaits, on nage dans le confort à outrance, etc. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Je ne dirais pas que nos sourires sont fake ici, mais vraiment les sourires sur le terrain, ils ne sont pas fake. C'est des vrais sourires, ils viennent du cœur. Est-ce que toi, tu souris beaucoup ? Ouais, je suis quelqu'un de souriant et j'aime dire, c'est une phrase toute bateau, tu vois, mais souris et la vie te sourira. Mais ouais, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, c'est pour ça que ça me parle. Est-ce que tu as un souvenir, un épisode de ta vie où tu t'es dit « Ah ouais, là quand même, j'ai de la chance ». Ah, là aussi, moi je me considère comme quelqu'un de chanceux déjà de base. Je trouve que, comme je te disais tout à l'heure, souris, la vie te sourira. Je trouve que la vie m'a toujours, malgré les difficultés, malgré les embûches qu'on a pu avoir, malgré les conditions dans lesquelles on a pu grandir, etc. Et pourtant... ça va, on n'a pas à se plaindre en réalité quand on regarde ce que d'autres personnes vivent sur la planète. Mais vraiment, je pense que le fait, tu vois, juste aujourd'hui, de faire ce que j'aime dans la vie, j'ai 47 ans aujourd'hui, je suis dans l'humanitaire depuis 15 ans maintenant, et je me rends compte vraiment de la chance que j'ai, de me lever tous les matins et de me dire que mon travail, mon activité, mon hobbies, ce que je fais au quotidien, en fait, ça a du sens. Et juste pour ça, je crois que j'ai de la chance. C'est quoi le secret pour rester humble quand on fonde une ONG qui aide des milliers de personnes à l'année ? Souvent, tu sais, c'est vrai, cette question, elle revient souvent sur la table. Parce que, ou plutôt ce qui est sous-jacent à cette question. Souvent, les gens, ils nous prennent pour des super-héros. On nous renvoie cette image de « ouais, c'est super ce que vous faites, c'est magnifique, etc. » Et moi, j'aime dire que, déjà, je pense que au-delà des valeurs qu'on peut porter, en étant dans le milieu de l'humanitaire, dans la solidarité internationale, c'est de l'engagement, il faut être efficace, il faut être efficient, etc. On le fait avant tout pour nous. C'est un peu égoïste de dire ça, et c'est bizarre de dire ça même, mais on le fait déjà pour nous. Tu peux pas savoir le bienfait que ça procure en fait de ce savoir utile en fait. Moi, tu sais, quand j'étais ingénieur et que j'allais au boulot tous les matins et que je gagnais très bien ma vie etc. Bah c'était super parce que financièrement ça allait, parce que j'étais dans l'aisance, mais il y avait une recherche il manquait un sens à cette vie en fait, à cette existence. Et Life a été cette réponse à ce questionnement que j'ai. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rester humble. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait,
Moi, ce que je fais aujourd'hui dans l'humanitaire, je le fais de la même manière que quand j'étais chez Orange ou quand j'étais dans un ministère et je faisais mon travail au quotidien. De le faire avec respect, de respecter son employeur, de respecter les gens qui t'ont confié une mission. Et aujourd'hui, moi je dis juste, je suis à la place où je dois être, tout simplement. Et je suis pas mieux qu'un autre, et je suis pas moins bien qu'un autre, etc. Et je pense que ça permet de garder un petit peu la tête sur les épaules et de pas se croire super-héros et de se croire Robin des Bois de l'humanitaire et penser qu'on a un pouvoir. Non. Aujourd'hui, si on existe, si Life existe et si on arrive à mener toutes ces actions sur le terrain, c'est parce qu'il y a des donateurs. Il y a des gens qui nous font confiance chaque jour. Il y a des gens qui triment. Il y a des gens qui ramassent des poubelles, qui balayent des rues, qui travaillent, qui sont infirmiers, qui sont médecins, qui sont ouvriers, et qui nous confient le peu d'économie qu'ils ont pour que nous, on puisse mener nos actions sur le terrain et alléger la souffrance des populations envers lesquelles on intervient. Donc je pense que d'une manière générale, tout ça, ça devrait nous amener à garder la tête sur les épaules et à rester humble en tout cas. Tu sais, quand on t'a présenté à moi, on t'a présenté sous le prisme d'une personne qui a réussi à briser les barrières sociales. Mais je me demandais, est-ce que c'est pas un peu pesant d'être constamment renvoyé à ses origines sociales? Est-ce que parfois, quand tu te retrouves seul chez toi face à ton miroir, tu te battrais pas un peu contre un syndrome de l'imposteur finalement? Je vais être honnête avec toi, ce syndrome de l'imposteur, moi je l'ai toujours eu. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais ingénieur, je pensais que j'étais, que je pourrais pas arriver à tel niveau, que je pourrais pas devenir directeur de projet, que je pourrais pas gérer un très gros projet avec telle entité, etc. Et tout au long de ma carrière, et je pense jusqu'à présent, on a toujours ce syndrome de l'imposteur qui vient, il nous dit t'es pas assez bien, t'es pas assez capé, t'as pas assez de skills, t'as pas assez de compétences pour atteindre telle ou telle chose. Et c'est vrai que de l'extérieur, en tout cas, ce que les gens voient sur les réseaux, quand on est en vidéo, quand on est sur le terrain, quand on présente live, quand on présente un petit peu nos activités, bah voilà, les gens nous voient un petit peu comme des héros. Et en fait, non, on n'est pas des héros. En fait, on est des individus comme n'importe quel individu, avec nos forces, mais également nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos questionnements, nos doutes. Moi, il y a plusieurs moments dans ma carrière, que ce soit carrière professionnelle ou que ce soit dans ma carrière dans l'humanitaire, où on s'est posé la question, est-ce qu'on arrêtait live ? Est-ce que j'allais pas passer à autre chose ? Etc. Parce qu'on a des doutes des fois. On a des doutes sur ce qu'on fait, sur est-ce que ça a vraiment une utilité. Quand on voit qu'aujourd'hui il y a encore des guerres, quand on voit qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui souffrent du manque d'eau, de malnutrition, etc. Il y a un moment, tu as envie de baisser les bras et de te dire, mais en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Et c'est bien que tu soulèves cette question parce que oui, d'un point de vue social et d'un point de vue ce qu'on représente dans cette société aujourd'hui, bah voilà, on est montré comme des modèles, comme des exemples qui avons brisé les barrières sociales, qui avons réussi socialement. Ouais, on a peut-être réussi socialement, mais derrière, ça n'en débarque pas moins qu'on est des individus avec nos forces et nos faiblesses. Tu sais, qu'importe notre parcours, on y laisse toujours des plumes. Qu'est-ce que t'as perdu en chemin, toi ? Ah là là. C'est vrai qu'on a tendance à... Moi, je suis quelqu'un qui est très positif, qui est très souriant et qui a toujours, de par mon parcours, de par ce que j'ai pu vivre, j'ai toujours voulu montrer un côté un peu positif de toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Et c'est vrai que j'ai tendance à regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais quand tu poses cette question de laisser des plumes, ouais, on en a laissé des plumes sur le chemin. On en a laissé des plumes où l'humanitaire, c'est un engagement. C'est un engagement au quotidien. Quand on est humanitaire, on n'est pas humanitaire de 9h à 17h où quand on est humanitaire, c'est quelque chose qu'on a choisi. Et je voudrais pas tirer le trait en caricaturant le truc, mais voilà, quand on est humanitaire, bah en fait
l'action qu'on mène nous sur le terrain et qu'on essaye de mener, c'est 24 heures sur 24 en fait. Là, moi aujourd'hui, quand ce soir je vais rentrer, en fait j'ai encore des groupes sur lesquels je suis, où je reçois des images du terrain, que ce soit des inaugurations de puits, ou alors que ce soit des actions de ce qui se passe actuellement, de la situation à Gaza ou à Beyrouth. En pleine nuit, je reçois des vidéos qui montrent qu'est-ce qui a pu se passer, les bilans de nombre de blessés, nombre de morts, etc. Ça s'arrête jamais en fait. Et si on revient à ta question, parce que je m'en éloigne, mais si j'ai laissé des plumes, ouais, j'ai laissé des plumes. J'ai laissé des plumes. Alors il y a des plumes où ouais, il y a des à côté, et il y a des moments avec ma famille que j'ai pas pu vivre parce que j'étais en mission, parce que j'étais en voyage. Il y a des choses importantes où t'es pas présent, t'es plus présent aux dîners familiaux. Dans ta vie, ça change également. Dans cette évolution, etc., j'ai essuyé un divorce. C'est la vie, c'est comme ça. J'ai perdu contact avec des amis d'enfance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus le temps de se voir, il n'y a plus le temps de se... Il y a des gens aussi avec qui on a noué des liens, mais au final, on n'est pas d'accord sur certaines positions, certaines choses, on n'est plus amis. Et il y a toute une série de choses qui font que on traverse, on évolue, en tout cas dans cet engagement aux côtés de Life, on y perd des plumes. On y perd des plumes. Il y a un célèbre adage qui dit ce qui te tue pas te rend plus fort. Mais encore une fois, quand on prend cet adage, en fait, ça nous renvoie à cette image de super-héros, c'est-à-dire j'ai perdu des plumes, mais j'en ressors grandi et je suis indestructible. Non, on est nous aussi. Moi aussi, j'ai mes moments dans l'année où tout au long de ce parcours, tout au long de ces 15 ans chez Life, où j'ai eu mes moments de doute, mes moments où j'étais triste, où j'ai pu frôler la dépression, etc., etc. On reste des humains en fait. On reste des gens, des individus comme tout un chacun, avec nos problèmes de famille, nos problèmes d'argent, nos problèmes de se sentir bien, nos problèmes de santé également. Et tout ça, ça fait un ensemble. C'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, malgré les choix qu'on a pu faire. Et à contrario, qu'est-ce qui a fleuri en toi ? J'avais déjà ce côté un peu optimiste qui continue malgré ce qu'on peut voir. Je peux vous dire, quand on reçoit les images de Gaza au quotidien, ça laisse très peu de place à l'espoir et à l'optimisme. Et pourtant, je peux vous dire, cet optimisme, je le cultive parce que j'ai un rêve de me dire qu'un jour, on n'aura plus besoin de Life, un jour, Life disparaîtra, un jour, tout ça s'arrêtera. Et quand je vois les actions, des fois, c'est des petites actions qui te montrent ça et qui te ravivent cette flamme et qui va cultiver ce côté optimiste. Quand je vois qu'à Gaza, on a mené des opérations de distribution de colis alimentaires, on a ramené de l'eau avec des citernes d'eau, on a installé là un hôpital d'urgence sur Gaza qui fonctionne là au quotidien, où il y a des blessés qui arrivent chaque jour, etc., avec des équipes et tout. Mais quand je vois que dans une opération de distribution de colis alimentaires, on a distribué des glaces, je ne sais pas si vous vous rendez compte, des glaces à des enfants, et ces enfants-là, à ce moment-là, en fait, c'est comme si le temps s'arrêtait, et tu leur redonnes de l'espoir, tu leur redonnes... Une glace, c'est rien du tout. Mais pourtant, on sait, nous, on a été des enfants. Et on a encore cette âme d'enfant. Et on sait que quand tu te retrouves avec cette glace, à un moment, le temps, il s'arrête et tu repars et tu reviens dans ce moment, en fait, où t'es un enfant. Et moi, juste ça, de voir des enfants qui se retrouvent avec des glaces en plein milieu de ruines, d'un décor apocalyptique, eh bien ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir et ça cultive cet optimisme de se dire c'est pour ça qu'on se bat chaque jour, c'est pour ça qu'on agit chaque jour, c'est parce qu'on sait que là c'est pas facile, mais un jour ça s'arrêtera. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut être debout, il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas oublier toutes ces causes perdues, toutes ces causes qu'on a pu mettre sous le tapis pendant des années. Parce que nous on est à Gaza, ça fait plus de 10 ans. Nos actions à Gaza, elles n'ont pas attendu le 7 octobre 2023 en fait.
Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on était présent à Gaza, en Cisjordanie. On est présent également au Liban depuis plus de 10 ans. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer, il faut être aux côtés de ces populations et de ces personnes. Je crois que c'est le minimum qu'on puisse faire en tout cas sur cette terre. Tu vas beaucoup sur le terrain. Qu'est-ce qui t'y plaît ? À chaque fois que je vais sur le terrain, tu penses que... À chaque fois que je reviens chargé à bloc, à chaque fois on pense avoir touché le fond en écoutant des histoires, des situations difficiles, compliquées, etc. Et pourtant, quand ces personnes nous racontent leurs histoires, à la fin, il y a toujours de l'espoir. Et elles sont là à nous dire, on est content que vous nous écoutiez, on est content que vous partagiez ce moment avec nous, mais ça va aller mieux. Parce qu'aujourd'hui, vous ne nous avez pas abandonnés, vous êtes encore à nos côtés. Et moi, je sais que le terrain, je continue à faire du terrain chaque année, à y aller. Pourquoi ? Parce que c'est ma manière à moi de rendre compte aux donateurs, au monde, aux populations, aux gens qui nous suivent, d'être un témoin, un espèce de journaliste reporter qui part sur le terrain et qui rend compte de la situation. Mais en même temps, d'être aux côtés de ces personnes et leur dire on ne vous a pas oublié, on est là. Et on représente toutes ces 200 000 donateurs qui sont aujourd'hui derrière Life. Aujourd'hui, moi, je les représente. Je suis leur représentant pour vous dire qu'on ne vous abandonnera pas et qu'on est là à vos côtés. Mais en réalité, quand tu regardes toutes les leçons de vie qu'on comprend là-bas sur place, que ça soit au Bénin, au Mali, au Bangladesh ou ailleurs, à chaque fois que moi je reviens du terrain, je reviens grandi, je reviens avec de l'espoir où je me dis voilà pourquoi il faut continuer. Je repense à ces jeunes filles au Bangladesh qu'on a rencontrées, à qui on a acheté des vélos pour pouvoir qu'elles puissent continuer leur scolarité. Quand je vois la gratitude qu'il y avait dans leurs yeux à nous montrer pourquoi c'était si important pour elles de recevoir ce vélo, tu te dis mais en fait pour tout l'or du monde je continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Et je vais le crier au monde entier, qu'il faut continuer à apporter de l'aide ciblée pour amener ces personnes vers l'autonomisation. Et le terrain, je crois que tant qu'on n'a pas fait du terrain, on ne comprendra pas. Aujourd'hui, les gens veulent faire du terrain parce qu'ils veulent aller sur le terrain, ils veulent se rapprocher des populations, ils veulent aider, ils veulent aller creuser. Et en fait, c'est pas ça. Aller sur le terrain, c'est aller avec ces personnes-là et c'est récolter toutes ces histoires, toutes ces leçons de vie qui nous font grandir. Parce qu'aujourd'hui, ici, dans notre confort, dans la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est déconnecté de l'essentiel. On est déconnecté de l'essentiel, c'est-à-dire la gratitude, le fait de se rendre compte des bienfaits qu'on a, que d'ouvrir un robinet, tourner à droite, on a de l'eau chaude, tourner à gauche, on a de l'eau froide, qu'on est dans un pays en sécurité, ça on l'oublie aussi, de se dire que quand on va se coucher le soir, on ne se pose pas la question est-ce qu'il y a un bombardement qui va tomber sur notre immeuble, que le lendemain quand on se lève on ne se pose pas la question est-ce qu'on va avoir à manger aujourd'hui, il y a juste à ouvrir le frigo et les placards pour se nourrir. Et juste pour ça, il y a plein de leçons de vie en tout cas qu'on essaye en tout cas de récupérer et d'essayer de mettre en pratique. Et il y a des histoires comme ça où j'ai visité des orphelinats, j'ai visité où les gens sont heureux. Oui, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux. Il y a du vrai bonheur. Il y a du vrai, malgré les conditions difficiles, il y a du vrai bonheur. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Qu'on l'a perdu, et même nos enfants, nos neveux, nos nièces, ils sont sur leur tablette, sur leur téléphone, et une espèce d'ingratitude envers le monde, envers la société, qui fait qu'ils se rendent même plus compte de la chance qu'ils ont. Mais dans tout ça, il y a quand même une lueur d'espoir. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'engagent bénévolement, il y a de plus en plus de gens qui s'engagent aux côtés de Life pour être donateurs, pour soutenir la cause, et qui sont sensibles à ces causes-là et qui essayent de mener des initiatives pour sensibiliser leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es donateur chez Life, ou dans n'importe quelle autre association, quand tu as pris cet engagement, et quand tu partages ça avec tes enfants, avec ta famille, en leur disant « Regardez, on peut faire un puits, on peut faire ceci, on peut faire cela », c'est une manière aussi de sensibiliser nos enfants et les futures générations.
Tu sais, on dit souvent que la vie, c'est des rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui a marqué toi un tournant dans ta vie? Ah, là, 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 Et tu poses des vraies questions qui, qui me secouent, Sarah. Parce que il y a plein de moments, il y a plein de moments clés comme ça des rencontres. Je pourrais te parler de la rencontre avec Steve qui m'a lancé dans l'humanitaire. Je pourrais te parler mon premier voyage humanitaire où j'ai rencontré ce monsieur qu'on appelle le Cher de Gléy qui a voué sa vie pour les enfants à les faire étudier. Et aujourd'hui, il a les meilleurs résultats scolaires au BEPC au Togo. Je pourrais te parler de cette maman qui elle et son mari n'ont pas d'enfants en Afrique, au Cameroun, et ils accueillent dans leur salon, dans un petit salon des enfants, et puis maintenant ils ont un grand hangar, ils donnent cours à des enfants. Il y a des milliers de rencontres comme ça. J'exagère quand je dis des milliers, mais il y en a plein de rencontres comme ça qui sont fortes en fait. Qui sont fortes et qui t'encouragent et qui te disent t'es sur la bonne voie, continue en fait. Parce que ces rencontres, elles sont fabuleuses en fait. Elles sont magnifiques. Mais aussi des fois elles sont douloureuses. Elles sont douloureuses. Je repense au papa de Mounira. Mounira, c'est une jeune fille camerounaise qui part au marigot, c'est-à-dire dans un étang, pour aller... c'est la culture des noix et ils ont besoin d'eau pour casser les noix, etc. etc. Et dans cet étang, en fait, la fille, Mounira, se noie et sa maman essaye de la sauver et sa maman se noie également avec elle. Et la maman était enceinte. Et j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer le papa de Mounira. Et il nous raconte avec une résilience, avec une acceptation en disant « Ma femme et le bébé qu'elle portait est parti, n'est plus de ce monde. Ma fille Mounira, qui avait 12-13 ans, n'est plus de ce monde. Mais si grâce à ce drame, aujourd'hui il y a un puits dans le village, eh bien au moins ça aura servi à ça. » Et c'est des rencontres comme ça bouleversantes où tu te dis en fait la vie ne tient à rien. Elles sont parties, elles ont quitté ce monde parce qu'il n'y avait pas de point d'eau dans leur village et au risque, péril de leur vie, pour continuer à vivre et continuer à avoir une activité, se sont retrouvés dans cette situation. Et il y a plein d'histoires comme ça. Je repense à cette petite fille qui, dans un village, qui marchait des kilomètres le soir pour aller étudier sous un lampadaire. Tu sais, c'est des histoires comme ça, on a l'impression que c'est tiré d'un livre, d'un roman. C'est la vraie vie. Il y a des enfants, pour étudier, ils vont étudier sous le lampadaire du village parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison, parce que, etc. etc. Et ça me fait penser à cette question de est-ce que réussir à l'école, est-ce qu'avoir un bon enseignement, c'est une histoire de moyens? On se rend compte que pas forcément. Parce que quand on voit les moyens qui sont déployés ici en France, dans l'éducation nationale, pour chaque année, pour les étudiants, pour les élèves, pour les écoles, pour ceci, pour cela, c'est jamais suffisant. Mais quand on voit les conditions dans lesquelles j'ai vu moi en Afrique, en Asie, au Bangladesh, etc., et avec 2-3 outils, un tableau accroché à un arbre ou dans une petite salle de classe dans une salle de classe rudimentaire, tu vois qu'ils ont des résultats exceptionnels. Parce qu'il y a une vraie envie d'apprendre, il y a une vraie envie de... Et puis aussi, il y a peut-être aussi des professeurs qui portent ça à bras-le-corps et qui veulent vraiment transmettre le savoir et qui veulent que ces enfants, en fait, ils aient quelque chose qui soit fait avec le cœur, en fait. Et on en revient à la sincérité, on en revient à l'authenticité, en vrai. Désolé, je me suis un petit peu éloigné de ta question. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, il y a un truc avec l'univers de l'humanitaire, c'est que c'est parfois un peu controversé dans le sens où il y a plein de choses qui parfois ne vont pas. Il y a du white saviorisme, il y a des comportements, des attitudes en fait des personnes qui font de l'humanitaire qui ne passent pas. Un peu avec le cliché du discours
nous on a tout, eux ils ont rien. Et c'est un peu le cliché en fait d'une personne qui en réalité va faire un voyage humanitaire, mais qui n'humanise pas réellement les populations. Du coup, je voulais savoir comment faire pour, dans le cadre de l'humanitaire, ne pas tomber dans une déshumanisation, une paternalisation des populations locales. En tout cas, notre sensibilité à nous, quand on a créé Life, quand on a participé à ça, c'est déjà de se dire, on va pas arriver avec des 4x4 et des moyens sur le terrain et on va leur apprendre c'est quoi la vie et on va leur donner, on va leur construire des moyens et ils vont faire avec. On a travaillé avec des partenaires locaux dès le départ, à l'origine de la création de Life. C'était important pour nous de travailler avec des partenaires locaux, avec des associations locales qui, elles, connaissent le terrain, qui, elles, connaissent les besoins, qui, elles, connaissent les enjeux aussi. Et on va arriver d'une manière humble. On revient à une de tes premières questions. C'est qu'on n'arrive pas là-bas en sauveur. On arrive vraiment là-bas en se disant oui, on a peut-être l'argent, mais eux, ils ont le savoir et ils ont cette capacité de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux, en fait. Et moi, je me suis toujours battu. Tu vois, par exemple, au départ de Life, les gens nous appelaient, me disaient ouais, voilà, on a des vêtements à donner, est-ce que vous pouvez venir chercher des vêtements, des médicaments, des jouets, des ceci. Et nous, on a toujours refusé. On a toujours refusé parce que apporter des vêtements et dans une valise et puis les distribuer dans un village, etc. Ouais, ça peut être cool comme ça parce que tu vas pas t'en servir et c'est un don, etc. Mais en fait, non. Pourquoi tu vas venir coloniser les gens avec tes tenues vestimentaires, en fait? Ils ont une culture, ils ont des codes, ils ont des... Pourquoi toi tu vas leur amener des jouets? Pourquoi tu vas leur amener des jouets? Est-ce qu'un jouet c'est un processus qui est normal, un jouet? Non, là-bas en Afrique ils ont peut-être pas forcément besoin de jouets. Et c'est pas une histoire de priorité, c'est une histoire que eux, leur jouet c'est la nature. Comme nous dans nos campagnes, moi quand j'étais petit, quand je retournais dans mon pays d'origine qui est le Maroc, et quand j'étais petit, quand on jouait dans les villages, en fait, dans les campagnes, on jouait avec ce que la nature nous donnait, en fait. On jouait avec des cailloux, avec des pierres, on jouait avec on fabriquait des trucs avec des bouts de bois et un bidon d'essence et un bout de bois et une corde, tu fabriques une guitare, en fait. Et ça fait développer la créativité, ça fait développer le truc. Mais, si je reviens à ta question, ouais, il y a une posture à avoir. Il y a une posture à avoir où, oui, on arrive à lever des fonds ici, en France, grâce à ces généreux donateurs, ces 200 000 donateurs qui nous font confiance pour pouvoir amener ces populations vers l'autonomisation. C'est de ne pas arriver en sauveur, c'est d'arriver en les écoutant, c'est d'arriver en faisant du renforcement de capacité, se dire c'est peut-être pas ce genre de projet, c'est peut-être pas ça dont ils ont besoin. C'est comme creuser des puits, en fait. Tu peux arriver avec la meilleure intention. Je te dis, moi, mon travail, c'est de creuser des puits. Je veux creuser le maximum de puits dans le monde. Et tu arrives et tu fais des trous partout en Afrique. Non, ça se passe pas comme ça. Tu dois passer par les autorités locales. Forcément, s'il n'y a pas l'assainissement en eau qui est fait, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a peut-être une sorte de problème de nappe phréatique. Mais aussi, il y a peut-être un programme. Donc, il faut travailler avec l'État pour que l'État te dise, voilà, nous ce qu'on a ciblé. Il y a déjà des études géologiques qui ont été faites. Il faut creuser à tel endroit. Il faut creuser à telle période, parce qu'on ne creuse jamais en période haute, parce que c'est la saison des pluies et que les nappes elles sont hautes, et ça veut dire qu'en période sèche, les pluies seront taries, il n'y aura pas d'eau à l'intérieur. Il y a une succession comme ça d'actions sur le terrain à mener, où on n'arrive pas comme ça à l'improviste et en amateur. Il faut s'entourer des meilleurs, il faut s'entourer de professionnels et il faut faire les choses dans l'ordre, comme on dit. Tu sais, l'humanitaire, c'est un échange. On donne, mais on reçoit beaucoup. C'est ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Selon toi, quel don pèse le plus lourd en termes de valeur sur la balance? J'aimerais te dire, c'est le don de soi, c'est l'engagement. Mais en réalité, même ça, je ne sais pas si c'est la bonne... C'est pas une question de bonne réponse. Je pense que c'est... En réalité, et si je devais peut-être résumer, je crois que le meilleur don, c'est de donner ce qui a le plus de valeur pour toi. Si toi, aujourd'hui, c'est ton temps, donne ton temps. Si aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur pour toi, c'est ton argent, donne de ton argent. Si ce qui a le plus de valeur pour toi, c'est ton savoir, transmets ton savoir. Et je pense que chacun d'entre nous, il est en capacité de voir qu'est-ce qui a le plus de valeur pour lui. Et c'est ça qui doit aller...
c'est toi qui dois les donner, qui dois les distribuer et mettre à contribution pour faire avancer les choses. Je sais pas si la question te satisfait. Non, ouais, c'est une très bonne réponse. À titre personnel, j'ai pas la réponse à cette question. J'ai pas encore fait de terrain pour le savoir, mais je te crois. Dernière question, et après on se lâche. Vu l'état du monde actuel, toi, c'est quoi ton secret en fait pour garder espoir ? Vraiment, je crois qu'il faut croire encore en l'homme et en l'humanité. Il faut vraiment croire en l'homme et l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on vit des heures très très sombres. Mais vraiment, quand je dis des heures très très sombres, moi je repense aujourd'hui, j'ai 47 ans. Quand j'étais à l'école en 1986, j'étais en primaire. Et déjà à l'époque, 86, 87, 88, on nous parlait déjà de la Somalie. Il y avait des collectes de riz et de farine qui étaient faits dans les écoles primaires en France. Et aujourd'hui, moi je me suis rendu en Somalie, 30 ans après. Et la situation, elle est encore... elle est identique à ce qu'on entendait à l'époque en fait. À cause du réchauffement climatique, à cause de la sécheresse, à cause des guerres qu'ont gangréné cette région du monde, la Corne de l'Afrique. Et je pourrais dresser comme ça un tableau noir. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on parle des accords sur le climat, quand on parle de réchauffement climatique, on sait qu'il y a la montée des eaux, etc. Et ce qui est dur, c'est de se dire, punaise, c'est les pays qui ont profité le moins de cette surindustrialisation, de ce surdéveloppement, qui aujourd'hui payent le prix le plus fort sur le problème du réchauffement climatique, par exemple. Et je pourrais comme ça te parler des guerres de Gaza, du Liban, du Bangladesh, du Congo, etc., etc. Et vraiment, si on ne croit pas en l'homme, en l'humanité, si on n'a pas encore cet espoir, je crois qu'on baisserait les bras et on attendrait que les choses se fassent et se passent et on perdrait complètement espoir. Et c'est dur hein, au quotidien, je peux te dire c'est dur de se dire que la Somalie ça continue, que telle et telle situation ça continue, que malgré tous les efforts qui ont pu être consentis pour aider telle ou telle cause, les Rohingyas, ils ont été chassés dans les années 2015, 2016, 2017 au Bangladesh. Ils sont encore dans leur camp. Mais de l'autre côté, ce qui a permis d'avoir mis la lumière sur les Rohingyas, ça a permis de mettre la lumière sur le Bangladesh. Et ça a permis de mettre la lumière sur le peuple bangladais qui aujourd'hui, comme ils ont accueilli les Rohingyas dans leur pays, aujourd'hui aussi les Bangladais profitent un petit peu profitent. En tout cas, l'aide internationale arrive dans ce pays-là, qui était un petit peu délaissé avec toutes ces causes délaissées. Et si je peux donner un peu d'espoir dans tout ça, c'est qu'en réalité, si on regarde vraiment au fond des choses, je te disais, il faut croire en l'homme, croire en l'humanité, mais je crois que tout un chacun, en fait, c'est de faire sa part. Et chacun, il doit faire sa part dans ce monde. À sa hauteur. Engagez-vous, faites de l'associatif, devenez bénévole. Si vous n'avez pas le temps, faites des dons. Si vous n'avez pas d'argent, parlez-en autour de vous, partagez, etc. Et chacun, à sa manière, il peut faire des choses. Je vois que toi, t'es journaliste. Aujourd'hui, t'es journaliste militante. Et c'est ta manière à toi, en tout cas, de participer à faire bousculer les choses, à faire changer les mentalités sur certains sujets que tu abordes, etc. Tu le fais à ta manière. Tu pourrais très bien te dire... ça y est, c'est comme ça, le monde il est comme ça, et les choses ne vont pas changer. Non, à ta manière à toi, t'as décidé de ne pas être une journaliste comme les autres et d'être une journaliste militante et de mettre sur le sujet des sujets sur la table et de les traiter, de les vulgariser. À ta manière, tu participes à ce changement. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est chacun d'entre nous, on doit prendre notre part à la hauteur de ce qu'on peut faire.
Si c'est pas un don, c'est du temps. Si c'est pas du temps, c'est donner des conseils. Si c'est pas donner des conseils, bah c'est d'encourager les gens. Si c'est pas d'encourager les gens, à minima, c'est de pas décourager les gens. C'est-à-dire, c'est pas de... Tu sais... T'as pas envie d'aider une cause? Bah dis rien. Ne fais rien du tout. Et ne critique pas, en fait, dans ce cas-là. Et laisse les gens avancer, en fait. Et on revient à cet adage qui disait que dans la vie, bah, t'as les gens qui créent des projets, t'as les gens qui sont les suiveurs, t'as les gens qui font perdurer les choses, et puis t'as les gens qui font rien, et puis t'as les gens qui détruisent. Bah, ne faisons pas partie des gens qui détruisent, et faisons partie des gens qui construisent et qui aident les autres à avancer en les poussant et en leur disant continuez, et le meilleur est à venir. Merci beaucoup Tarek, c'est un super mot de la fin. Merci Sarah. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Tu m'as vraiment bousculé avec tes questions. Hein. Parce qu'il y avait des choix à faire, il y avait des choses au fond à aller chercher. C'était un sacré exercice. À la prochaine. À la prochaine. Merci à toi. Longue vie à Life Stories. Puis longue vie à ta carrière de journaliste. Et longue vie à Life. Et longue vie à Life. Merci.